Aujourd'hui, on discute avec Pierre Souchard, chef opérateur brestois. Bienvenue dans On fait du ciné, saison 1, épisode 5. Bonjour Pierre. Bonjour Nathanaël. Bienvenue dans On fait du ciné, le podcast qui va mélanger discussions personnelles et anecdotes sur le cinéma. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Mais pas de souci. Aujourd'hui, on est à la médiathèque des Capucins. Merci à eux de nous prêter les lieux. Toi Pierre, tu es avant tout chef opérateur de profession. Tout à fait. Je pense qu'il y a quand même une partie de nos auditeurs qui ne sont pas forcément initiés au métier du cinéma. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est le métier de chef opérateur pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop justement dans le cinéma? Alors, métier de chef opérateur de prise de vue, c'est principalement décider en accord avec la mise en scène de l'ambiance lumineuse d'un film. Et une ambiance lumineuse qui va être en accord, ou qui va soutenir la narration, ou qui va mettre le spectateur dans l'émotion désirée. Et donc c'est un métier artistique, technique. Et si on ne fait pas ça tout seul en allumant un projecteur, c'est aussi un travail, surtout en France, où on le fait en accord et en coordination avec l'équipe décoration, avec l'équipe costume, avec l'équipe maquillage, pour que tout ce qui soit mis devant la caméra soit dans la logique, dans la cohérence qu'on a décidé avec le metteur en scène. Voilà. Ok. Et toi, comment est-ce que tu as découvert ce métier? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans? Alors, j'ai commencé la photo très jeune, dès l'âge de 7-8 ans. J'avais déjà un intérêt, un goût pour l'image. Et on m'a offert mon premier appareil photo à 8 ans. Et puis, fil en aiguille, j'ai eu un réflexe à l'âge de 11 ans, ce qui est quand même à l'époque un privilège. Et donc c'était j'ai vraiment un goût pour l'image depuis très jeune. Et puis j'avais un copain avec qui on faisait de la photo, mais je trouvais que finalement c'était un métier relativement solitaire. Il y a une passion très solitaire. J'avais pas qui partager cette passion de l'image. Je me suis dit tiens, je vais commencer à faire un peu de film pour faire ça avec mes copains. Et donc j'ai réalisé 2 petits Super 8 et puis j'ai fait des petits documentaires que je viens d'ailleurs de numériser et que je retrouve presque 40 ans après, j'avais pas revu depuis. Et alors, j'ai découvert le métier de chef opérateur. Un jour, j'étais à la Cinémathèque de Caracas, voir Easy Rider. De, je ne sais plus, Dennis Hooper, c'est lui qui réalisait. Et il y avait un critique de cinéma qui a parlé de l'image et du métier de chef opérateur. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est ce que je veux faire. J'ai découvert et je commençais à partir de ce moment-là à me renseigner. Et j'ai dit, c'est là où je pense que je vais pouvoir m'épanouir. Et du coup, t'as grandi au Venezuela, il me semble. Ouais. C'est quoi tes souvenirs de cinéma là-bas? Est-ce que t'avais l'occasion souvent d'aller en salle, de pouvoir voir des films quand t'étais jeune? Alors, à Caracas, il y avait à l'époque où j'étais donc lycéen, il y avait 2 salles de cinéma où je pense que je devrais avoir un siège gravé avec mon nom et avec cet autre copain qui s'appelle Victor, on allait quasiment tous les jours. Donc il y avait la Cinémathèque de Caracas. Qui avait donc faisait des cycles sur des auteurs, ou des thématiques variées. Et alors c'est drôle parce que donc c'était le stock de films, leur film, c'était des copies d'exploitation qui avaient fait le tour des salles et ils gardaient une copie sous la table pour la cinémathèque. D'accord. C'était complètement illégal. Je ne sais pas s'ils continuent à le faire encore de nos jours. Et donc ils mettaient toujours un petit panneau devant en disant on s'excuse pour la qualité de cette copie, mais étant donné l'importance dans ce cycle, on a décidé de la mettre. Et effectivement, il y avait des fois où c'était des copies rayées. Ça coupait parce qu'on était en argentique encore à l'époque. Ça coupait en milieu. Et donc voilà, c'était assez folklorique, mais sincèrement, c'était quelque chose de... on pouvait découvrir un réalisateur, toute sa filmographie grâce à ces cycles-là. Certaines projections étaient accompagnées par un critique. Et donc, j'y allais quasiment 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et puis, même quand j'étais à la fac, les 2-3 premières années de la fac, j'allais beaucoup. Et j'ai fait ma cinéphilie là-bas au Venezuela. Et l'autre salle, c'était la salle du collège de journalistes de Caracas. Et pareil, faisait des cycles. Cinéma classique, beaucoup. Et tu découvres donc ta cinéphilie là-bas. C'est quoi tes souvenirs de ces films-là? Est-ce que tu as encore des noms en tête, des choses qui t'ont marqué, des noms de réalisateurs ou de films?
Ouh la vache. Alors, comme ça, bon, il y a ce film Easy Rider qui a été effectivement très marquant. Un autre film que j'ai découvert dans cette salle, dans ces salles-là, si j'ai vu Le Tambour de Schlandorf, je ne sais plus son prénom, et qui était un film qui m'a marqué à jamais aussi par sa beauté, son humanité. Qu'est-ce que j'ai maintenant un film comme ça qui m'a beaucoup aussi marqué, c'était un film avec Ninochka, avec Greta Garbo. D'accord. Mais voilà, c'est le classicisme le plus pur du cinéma hollywoodien en noir et blanc, avec des gros plans sur Greta Garbo. Qui n'a rien en fait, des plans comme on fait beaucoup sur les stars, avec beaucoup de vaseline sur le filtre, une contre-jour, mais des plans qui n'étaient pas du tout raccords avec les plans de la scène qu'on était en train de voir, mais comme c'était un gros plan de Greta Garbo, il fallait le faire beau. Qu'est-ce que j'ai encore vu? J'ai vu beaucoup de Buñuel aussi. Voilà, quasiment tout Buñuel, je l'ai vu au Venezuela. Quoi d'autre? Quel autre film j'ai vu comme ça qui m'a... oui, 2001 Odyssée de l'espace. Ah oui. Voilà, pour ça c'était dans une autre salle, mais c'était pendant cette période-là que je l'ai découvert. Et c'est là que tu as découvert Stanley Kubrick? Ouais, Barry Lyndon aussi, je l'ai vu là-bas. Tout à fait, voilà. Et alors, ce qui est drôle avec 2001 Odyssée de l'espace, c'est que moi, à l'époque, on voyait aussi des films en VHS, et je l'avais vu une première fois en VHS, et j'avais pas aimé. J'avais trouvé ça nul. Et donc, on me disait, mais non, Pierre, vois-le sur grand écran, tu vas voir, c'est un film magnifique. Et donc, je l'ai été le voir Et tu as eu l'expérience complète de ce film. J'ai découvert ce film qui est quand même un film extraordinaire. Oui. De mystère et de... Voilà. Ça c'est sûr. Et tu m'avais dit avant ce podcast que tu aimais bien Stanley Kubrick, mais tu aimais bien aussi un autre réalisateur, Tarkovsky. Et il me semble qu'on peut un peu les lier, tout à fait. Les deux. Tu peux nous parler de ça un tout petit peu? Oui, je peux essayer, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste. Moi j'aime les films. Après, je ne connais pas forcément les hommes en tant que tels, ni leur... Pardon. Alors oui, ils étaient contemporains en même temps, et ils faisaient des films presque l'un pour répondre à l'autre. Et donc 2001 Odyssée de l'espace, c'est le premier qui a été fait sur le science-fiction par Kubrick, et un an après, il y a Solaris qui a été fait par Tarkovsky, et qui, moi, je le trouve moins bon, moins prenant, mais qui est un peu la réponse soviétique à Kubrick. Et alors ces deux hommes, ces deux cinéastes, parce que plus que les hommes, d'une grande virtuosité de mon point de vue cinématographique, et qui se renouvellent à chaque film. Pour moi, Kubrick, il change à chaque film, sa manière de raconter est très différente, et Tarkovsky c'est pareil. Et ils décrivent à chaque fois des univers extraordinaires et qui nous transportent dans un ailleurs. Par exemple, mon film préféré de Tarkovsky, c'est Stalker. D'accord. Qui est un film magnifique. Ces trois hommes qui découvrent une zone plus ou moins contaminée, on ne sait pas très bien par quoi. Et on déambule dans cette zone, plein de mystères, sublimissime, avec une très belle image aussi. Ok, ça me donne envie d'aller voir la filmographie de Tarkovsky. Comme moi, je me suis fait la filmographie de Stanley Kubrick il n'y a pas si longtemps. Donc, ce qui veut dire que j'ai découvert tous ces films 2001, Barry Lyndon, il y a 2-3 mois. D'accord. Je ne les connaissais pas avant, et donc ça me donne envie, tu vois, de voir cette très bien, mais filmographie. moi, si je peux te donner un conseil, essaye de voir surtout 2001 Odyssée de l'espace sur grand écran, dès qu'il passe. Dès qu'il repasse. Il passe de temps en temps. Je crois qu'au Bretagne, d'ailleurs, qui font un super boulot, le Bretagne, le cinéma à Saint-Renan, il est passé il n'y a pas si longtemps, et je pense aussi au studio, pareil. Qui font des ressorties en salle très et Tarkovsky, pareil. Moi, Tarkovsky, je l'ai découvert au Venezuela, mais j'ai revu toute sa filmographie à Rennes. D'accord. Un cycle qui était fait au TNB, et c'est extraordinaire, parce qu'en plus la salle de cinéma du TNB elle est gigantesque. Donc il faut les suivre pour les voir en salle. Je regarderai tout ça de très près. Voilà. Et juste pour finir avec Tarkovsky, il était programmé le premier film de Tarkovsky, qui est un film de commande au fait qui s'appelle L'enfance d'Ivan.
Ok, oui. Et on l'a appelé parce que il y avait un premier réalisateur qui s'est fâché avec la production. Donc Tarkovsky venait de faire un court-métrage, sortait de l'école, et on l'a appelé. C'est son premier film qu'il n'a pas décidé de faire au départ. Et c'est un film sublimissime. Et il devait passer au studio il y a un mois, et puis finalement, ils n'ont pas réussi à avoir les droits d'exploitation. Et j'espère qu'il va être reprogrammé. Oui. Parce que c'est vraiment un film magnifique, avec un noir et blanc sublimissime. Et on regardera la programmation des studios à Brest pour voir s'il repasse dans les prochains mois. Effectivement, maintenant, ils ont un décycle, les pépites du cinéma, les cinémas d'auteur, et puis après d'autres choses aussi. Et donc, ça s'étend de septembre à mars, grosso modo. Ok, d'accord. Donc, c'est bien d'en profiter. Ouais, super intéressant. Et pour revenir un peu sur une espèce de chronologie, tu disais que tu avais commencé avec la photo. Oui. Qu'est-ce qui t'intéressait à photographier, toi, au Venezuela? C'était plus au niveau des paysages, des personnes, des portraits? Qu'est-ce que tu aimais capturer? Moi, ce que j'aime photographier, et c'est toujours valable, parce que là, je reprends un peu plus la photo, c'est les gens. Les gens. Dans la rue. Ce qu'on appelle la street photographie, la photographie de rue, beaucoup en noir et blanc. Oui. Je dois dire que la photographie en couleur, ça n'a jamais été mon dada. J'en ai fait un peu, mais pas sur papier. Ce que j'aimais beaucoup, et j'en ai fait pas mal, c'est la diapositive. D'accord. Donc en inversible. Oui. Et ça, j'aime beaucoup le rendu de cette couleur-là. D'accord. Et après, c'était délicat parce qu'il fallait bien poser sa photo, parce qu'un demi-diaph ou un tiers de diaph trop surexposé, ta diapositive, elle n'est pas belle. Ouais. Un demi-diaph ou un tiers de diaph sous-exposé, c'est pas beau non plus. Donc voilà, j'ai appris à poser un peu la pellicule avec l'hectachrome. Et noir et blanc, il y avait beaucoup plus de marge de manœuvre. Et puis, oui, c'est les gens. Ouais. Alors, le problématique que j'avais à Caracas, au Venezuela, c'est que Caracas, c'était, ou ça l'est toujours, je ne sais plus, une ville un peu dangereuse. D'accord. Et donc, sortir avec son appareil photo dans les rues, c'était toujours un petit risque. Et je me souviens que j'avais acheté des appareils photo jetables pour pouvoir faire des photos tranquillement. Je dis, si on me vole, je ne perdrai pas grand-chose. Ah oui, d'accord, voilà. C'est drôle. Ouais, c'était tendu, effectivement, de faire de la photo au Venezuela dans la rue, et c'est ce que j'aimais beaucoup faire, et ce que j'aime toujours faire. Voilà. Okay. C'est ça que j'aime beaucoup photographier. Après, j'ai pas mal voyagé dans le Venezuela, et donc j'ai photographié beaucoup dans les villages, mais encore une fois, c'est l'humain. Ouais. Et dans la photo, je pense qu'on a quand même un truc déjà de très solitaire, comme tu disais tout à l'heure, et de très spontané. Ça fait quoi du coup de passer après au cinéma, où déjà on est avec une équipe, et où on a quand même quelque chose d'autant plus préparé? Tu l'as vécu comment, toi, ce passage? C'est quelque chose que t'as bien aimé? C'était compliqué au départ? Ah non, mais je savais que j'allais dans le cinéma parce que j'avais envie d'être avec les gens, et c'était chouette. C'était une belle... je l'aime toujours, mais j'en fais moins de films comme chef opérateur aujourd'hui. Je fais plus de documentaires, des captations. Et non, c'était quelque chose de très jouissif, parce que tu n'es pas seul, tu crées avec d'autres. Ouais. Et donc, même t'as aussi une équipe d'électro, une équipe machino. Oui. Tout d'un coup, l'image que tu vas voir, c'est pas ta propre image. Ouais, et moi, j'aime beaucoup ce dialogue-là. Et voilà, aujourd'hui, j'aime bien m'isoler, faire de la photo en solitaire. Je trouve que c'est un bonheur. Mais j'ai aussi eu beaucoup de plaisir à être sur un plateau avec 15-25 personnes. Et après, évidemment, c'est beaucoup plus lourd. Oui, c'est sûr. Mais non, moi, ce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les tournages évidemment, mais toute la partie de préparation d'un film, j'adorais ça aussi, me réunir avec un réalisateur, faire le découpage, imaginer, chercher des lumières, des inspirations et tout ça. Je trouve que ça, c'est très excitant. Voilà. Et donc, pour faire tout ça, pour rentrer un peu dans ce milieu, tu vas à l'INSAS, à Bruxelles. Ouais, je fais là. Quel film tu découvres ou tu étudies à l'INSAS? Je sais que des fois, quand on est en études, on va étudier des films. Des fois, on va les revoir plusieurs fois, tellement de fois qu'on va plus pouvoir les voir après. Est-ce qu'il y a des films comme ça que tu associes uniquement à tes études à l'INSAS maintenant? Alors,
Il n'y a pas un film. Ouais. Au fait, les études à l'INSAS commencent avec un séminaire, en tout cas à mon époque, qui s'appelait Réalité Point de Vue. D'accord. Et donc là, on nous plonge. D'ailleurs, moi, je suis arrivé avec 15 jours de retard parce que je n'avais pas mon visa pour venir en Belgique. Et donc, je rentre à l'INSAS. J'arrive évidemment aussi un peu en retard en termes d'horaire. Oui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Et on me dit où sont mes camarades. La première année, ils sont dans une salle de cinéma. Donc, ma première classe, c'était dans une salle de cinéma. Et je rentre, je me mets au fond de la salle. Et je crois que le film qui passait, c'était un documentaire de Pélikian, qui est un des réalisateurs iraniens. D'accord. Et c'est une chute, c'est un homme qui descend une cascade ou dans la neige. C'est un truc complètement abstrait pour moi, et donc j'avais pas le contexte puisque j'étais pas là au début. Oui, bien sûr. Et voilà. Donc ce film-là, je l'associe beaucoup à l'INSAS. Et sûr. donc pendant ce séminaire qui dure 3 semaines quand même, d'accord. On voit des bouts de films, parfois des films en entier, sur le documentaire et un peu de fiction. Et donc on nous plonge là-dedans pour nous dire voilà, filmer le réel, c'est avoir un point de vue. On ne peut pas filmer le réel sans avoir un point de vue. Et à partir de là, on fait un petit film de 3 minutes. Voilà. Mais un autre film que j'ai une réalisatrice que j'ai découverte à l'INSAS, c'était Chantal Akerman. D'accord. C'est une réalisatrice belge qui est décédée il y a 2-3 ans. C'est pas ma réalisatrice préférée, mais elle est très intéressante parce que pareil, quasiment à chaque film, elle se renouvelait. Et pareil, c'est une ancienne étudiante de l'INSAS, c'est une diplômée de l'INSAS, et donc très intéressante. Et ça, voilà, je l'analyse, je l'associe beaucoup à l'INSAS. Et puis bon, j'avais un excellent prof d'analyse filmique qui s'appelait Claude Belblé, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et voilà, il disait toujours, voilà, vous voyez la saccade oculocéphalique. Ah oui, d'accord. Voilà, sacré terme, effectivement. Sacré terme pour dire juste un coup de regard d'un comédien pour introduire un plan subjectif. Et donc, on a beaucoup travaillé avec lui sur Hitchcock. D'accord. Et c'est vrai que Hitchcock est un réalisateur très classique, mais qui est très limpide pour découvrir le découpage. Oui, ça c'est sûr. Et un autre film, que j'associe beaucoup à l'INSAS, c'est M le maudit. Ah oui. Parce que pareil, avec Claude, on a fait une analyse de la première séquence de M le maudit, que d'ailleurs j'ai repris de mes notes, et je le fais aussi en analyse filmique avec mes étudiants, voilà, pour parler justement de ce que c'est le découpage. Je ne sais pas si je l'ai fait avec vous. Mais... il me semble pas qu'on l'ait fait, ensemble, mais c'est vrai que M le maudit, c'est un peu un incontournable de toute formation cinéma, j'ai l'impression. Tout à fait. Il passe à un moment par là. Oui. Il y a Todd Browning, c'est le seul film que j'ai vu de Todd Browning qui s'appelle Freaks, qui est un film en noir et blanc de 38, il me semble. Oui, il me semble. Et c'est un film extraordinairement beau aussi. Alors un autre réalisateur comme ça que je pourrais aimer beaucoup. Alors, je reviens sur tes anti-sèches que tu m'avais donné à la fin. Oui. Tu m'avais cité Chaplin. Ah oui, c'est vrai. De manière assez classique. Et fermement, parce qu'effectivement, je trouve que Chaplin est un poète devant l'éternel. Ouais. Et que chaque fois que je revois un film de Chaplin, je le revois avec une joie. Voilà, je m'ennuie pas en revoyant les films de Chaplin. Ouais, je comprends. Et t'en as un qui te marque particulièrement, ou c'est vraiment tout l'univers Chaplin auquel tu adhères ? Le film qui m'a le plus marqué de Chaplin, c'est The Kid. Ouais. Et les lumières de la ville, mais le Kid par-dessus tout. Voilà, je suis un grand sentimental alors. Oui. Voilà. Et puis dès qu'il y a des enfants, voilà, tu vois, j'ai déjà cité L'Enfance d'Ivan. Oui, c'est quelque chose qui te touche. Voilà, ce qui me touche beaucoup. Voilà. Ouais, ok. Et tu nous avais aussi cité Wim Wenders. Ah oui, c'est vrai. Alors Wim Wenders, c'est un de mes réalisateurs préférés. Après, j'aime pas forcément tout à outrance, mais je trouve qu'il est dans ses propositions, c'est un réalisateur extraordinairement intéressant, et j'aime souvent beaucoup sa BO. Sa bande originale. Voilà, je trouve que ses propositions musicales sont tout aussi intéressantes que ses propositions cinématographiques. Et le dernier film, je sais pas si tu l'as vu, Perfect Days. Non, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je te le conseille, mais vraiment vivement. Alors c'est un film très lent, sans trop divulgacher. C'est l'histoire d'un nettoyeur de toilettes à Tokyo. D'accord. Voilà.
D'accord. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, tous les films qu'on cite pendant le podcast là sont disponibles dans une liste dans la description du podcast. Comme ça, si vous voulez suivre les conseils de Pierre, toute la liste est très bien. Super. Et dans la description du podcast. Et ça, c'est un film de l'année dernière, 2024. Et pour une petite anecdote, c'est donc une société de production japonaise qui a contacté Wenders. Et au départ, ça devait être 4 courts-métrages sur la ville pour décrire un peu Tokyo. D'accord. Et Wenders s'est dit, mais écoutez, pour ce même budget-là, moi, je vous fais un long-métrage. Et donc, il s'est emparé du budget des autres 3 courts-métrages. Okay. Et il a fait ce long-métrage qui est très simple dans sa narration, dans sa forme cinématographique, mais encore une fois... Mais qui est très beau. Très beau, très humain, et une photographie merveilleuse. Ouais, merveilleuse. C'est un des rares films que j'ai vu récemment qui m'a vraiment séduit, en numérique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi, le cinéma numérique ne me plaît pas. Tu fais une belle transition. Tu as beaucoup, du coup, travaillé sur la pellicule. Ouais. Et de toute manière, tu viens de là avec la photo, donc ça paraît logique. Comment est-ce que, effectivement, tu vis cette transition Très mal. Ouais, très mal, j'ai l'impression. Ouais, pour moi, c'est une... Et je pense que je me suis éloigné aussi du cinéma de fiction... À cause de ça. Ah ouais. Je n'aime pas le rendu de l'argent, du numérique. Je ne sais pas le dire exactement pourquoi. Bon, il y a des raisons techniques, évidemment. C'est pas du tout la même manière de faire des images. C'est sûr. Techniquement parlant. Mais le rendu sur écran ne me plaît pas. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Moi, je me base surtout sur les derniers films des réalisateurs qui avant tournaient en numérique. Alors là, je me suis pas renseigné qui avant tournaient en argentique, pardon, et qui maintenant soit tournent en numérique, soit ont tellement tout un workflow qui est numérisé que en fait tout devient lissé, etc. Et donc ça fait des films très uniformes. Moi, je sais que ça soit le dernier Almodovar ou le dernier Cronenberg, j'ai trouvé que la photo n'avait aucune âme. Et j'ai eu du mal vraiment avec ça. Je pense que c'est tourné en numérique, aussi bien c'est tourné en argentique, mais en tout cas le workflow a été tellement numérisé et lissé que la photo n'a aucune âme, et du coup j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. J'ai l'impression d'être dans un téléfilm TF1 le dimanche après-midi. Voilà. et rien de plus, donc je te comprends là-dessus. Ouais. Et tu vois, il y a encore beaucoup de réalisateurs aux États-Unis, parce qu'ils ont plus les moyens que nous, qui tournent quand même beaucoup en pellicule et qui gardent cette poésie de la pellicule sur leur positif qu'on voit numérisé. Mais mais je trouve que... Et en plus, cette étape qu'on avait dans l'argentique, tu filmes, tu envoies au labo. Et donc ce petit délai entre le tournage et la découverte des images sur un écran, je pense qu'elle est aussi bénéfique pour s'approprier les images. Aujourd'hui, on tourne sur des plateaux numériques avec des moniteurs ultra sophistiqués qui coûtent 38 000 euros et qui ont donc la même qualité quasiment d'image que tu peux avoir sur un grand écran. Et je trouve que... Alors c'est très bien dans un sens, c'est peut-être très bien pour un certain type de film, pour la publicité ou ce genre de choses, mais pour la création, je trouve que ce délai entre le tournage et la découverte des images sur grand écran est très bénéfique pour t'approprier les images c'est vrai. Et mieux les travailler. Voilà. Oui, c'est vrai. Et j'ai découvert moi récemment qu'il y avait quelque chose qui a été fait aussi justement aux États-Unis qui s'appelle je crois le processus intermédiaire, où ils filment en numérique et qu'après les rushs, ils les impriment sur pellicule. Pour pouvoir les monter comme ça, pour avoir cette espèce de grain de la pellicule, etc. Mais pour avoir les contraintes en moins sur le tournage. Ouais. Alors forcément, c'est quand même... La pellicule réagirait différemment si on filmait directement dessus. Mais c'est un processus qui est utilisé notamment, il me semble, dans les films qui tournent en pellicule aussi, par exemple en IMAX, et où certaines scènes nécessitent des plus petites caméras parce que c'est des scènes avec de l'action, donc ils ont besoin de caméras embarquées, entre guillemets. Et donc ils font un espèce de processus intermédiaire où ils filment en numérique, ils mettent ça sur une pellicule, puis ils renumérisent. D'accord. C'est... j'étais pas au courant, mais oui, mais effectivement, ça peut pallier effectivement à ce manque de poésie et ce manque de profondeur dans l'image. Et voilà. Et après, par rapport à l'argentique aussi, tu pouvais, au début de l'argentique, ou jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y a 10-15 ans, tu avais le choix entre 5 fabricants de pellicules, Fuji, Kodak, Agfa, et puis Orvo dans le pays de l'Est. Et puis maintenant, tu n'as plus que Kodak comme choix de pellicule.
Et ce qui est dommage. Et c'est autre chose que moi j'ai perdu aussi avec le numérique, c'est la rigueur avec laquelle on travaille. D'accord. C'est-à-dire que quand tu es en pellicule, même à l'époque où la plus grande pellicule, on ne tournait pas les répétitions. Oui, bien Parce sûr. qu'il y a le coût, évidemment, mais il y a aussi le fait de charger la caméra avec le magasin, de mettre la pellicule dans le chemin et tout ça, donc ça fait perdre du temps. Et donc les réalisateurs, les chefs opérateurs ont imposé, on tourne les prises, on tourne quand on a fait une répétition. Oui, c'est sûr. Et ça, cette rigueur-là, on l'a perdu beaucoup en numérique. Oui, c'est vrai que maintenant on peut tourner un peu à volonté et on se pose plus trop la question du stockage. On va tourner la répète, comme ça on a une chance de l'avoir. Je dis oui, mais si c'est une répète, c'est pas une prise. C'est fait pour être répété. Et ça, moi je trouve que cette rigueur-là, il faut essayer de la garder. En tout cas, quand je donne des cours, j'essaye d'avoir cette même rigueur-là. Ouais, je comprends. Ouais, c'est sûr. Mais sur mes tournages, même en numérique, j'essaye d'être le plus rigoureux possible et d'inciter les réalisateurs et la production à pas... Ouais. Parce que si tu contrôles ton métrage, aujourd'hui, le surcoût en argentique n'est pas si grand. Mais j'avais vu ça justement par rapport au stockage, etc. En numérique et par rapport à ce qu'on peut faire en argentique, le surcoût serait pas énorme. Et puis, je fais une petite pub aussi. Il y a un laboratoire en Belgique qui s'appelle De Jong, à Courtrai, qui ont des packages toutes clés en main de caméras argentiques, développement et numérisation des rushs. Pour un prix en 16, même en 35, assez intéressant. Donc pour des courts-métrages, un peu produits évidemment. Oui, bien sûr. On peut tourner en pellicule encore de nos jours, et je pense qu'il faut le faire pour que la pellicule ne meure pas. Je suis assez d'accord Vous, les jeunes, avec toi là-dessus. Faisons du cinéma en argentique. Pellicule. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais pu expérimenter, en tout cas, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de pouvoir justement réaliser quelque chose avec de l'argentique, parce que je pense que c'est une manière totalement différente de travailler et de concevoir l'image. Complètement, oui. Dessus. Ouais. Et puis à Paris, il y a des formations pour tourner en argentique. Apprendre, que ce soit du point de vue de la photo, que ce soit du point de vue de l'assistanat. Donc il y a des formations, parce qu'effectivement, c'est aussi un savoir-faire qui est en train de disparaître. Oui. Par exemple, chez les loueurs, pour l'instant, les techniciens, il y en a encore de la vieille génération qui savent réparer des caméras argentiques, mais ils vont partir à la retraite d'ici 5-10 ans. Ouais. Et il faut que ce savoir-là perdure, parce que on va pas le perdre. Il y a un film en argentique qui t'a vraiment marqué récemment ou pas? Comme tu dis, il y en a plus beaucoup maintenant qui sont faits en argentique, mais est-ce qu'il y en a où tu l'as revu et tu te dis celui-là, ça fait du bien de le voir comme ça? Ouais, alors je me souviens plus du titre de celui-là, mais un dont je me souviens, que je sais qu'il a été tourné en argentique et que j'ai trouvé une belle poésie. Alors c'est pas un film très très drôle, mais c'est Django Unchained de Tarantino. Oui, bien sûr. Voilà, ça il a été tourné en pellicule et tu le vois à l'écran. Tu as cette profondeur de l'image, tu as le grain, tu as les couleurs qui sont celles de la pellicule et pas celles de Sony, Alexa ou autre. Non, c'est vrai, il y a quelque chose. Tu dis que c'est pas un film très drôle, effectivement. Est-ce que tu as des sortes de traumatismes, entre guillemets, à cause de certains films que tu as vus? Des films où tu t'es sorti de salle, ou t'es parti de chez toi et tu t'es dit, bon, celui-là, peut-être que je le reverrai pas? Alors oui, j'ai un traumatisme d'enfance. Ouais. J'en parle souvent. Même ma mère m'a emmené voir Bambi de Walt Disney. Et j'ai pleuré comme une madeleine, quasiment du début jusqu'à la fin. Parce que je trouvais ça horrible que Bambi perde sa mère, et j'en ai voulu à Walt Disney pendant des années. J'ai boycotté Walt Disney, et quand j'ai eu des enfants, je voulais pas que mes enfants voient des films de Walt Disney. Et donc j'ai accepté qu'on voit le livre de la jungle. Et là je me suis réconcilié avec Walt Disney. Tu lui as pardonné depuis. Je lui ai pardonné ce traumatisme. C'est une belle histoire, en tout cas, ça finit bien. Voilà, et puis je trouve que Walt Disney, c'est quand même très mauvais pour beaucoup de choses, mais après il a fait avancer beaucoup le cinéma d'animation. Énormément, oui. Et que il y a des très beaux films quand même, mais cette manipulation des enfants, de la douleur, oui, c'est sûr. Je trouve que c'est pas terrible. Et puis avec mes enfants, on a été voir aussi un film sur des lions. D'accord. Et pareil, c'est la même histoire. La mère va être tuée par je ne sais plus qui, et puis mes enfants n'ont pas supporté. On est parti du cinéma. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, je comprends. Et plus tard, t'as des films qui t'ont marqué comme ça, ou c'est vraiment juste dans l'enfance avec Bambi? T'as pas vu de films un peu dérangeants?
Ouais, je les évite la plupart du temps. Ouais. Je sais, il y a un réalisateur français qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a fait des films très durs et atroces. Ouais. Je me souviens plus. Gaspard Noé. Voilà, Gaspard Noé. J'ai jamais vu un film de Gaspard Noé. Ouais, d'accord. Voilà. Compréhensible. Tout à fait. Mais moi, je sais pas, je peux pas dire du bien ou du mal parce que les critiques que j'ai lues m'ont semblé dire, j'ai pas envie d'aller voir ça. Ouais. Donc je me protège un peu, peut-être à cause de ce traumatisme d'enfance. Ah oui, mais ça doit être ça. Mais merci Bambi du coup. Oui, exactement. Moi j'ai la chance de pas trop être traumatisé par les films ni rien. Je peux réussir à les voir et une demi-heure après ne plus trop y penser. Ouais. Donc effectivement ça me dérange pas de voir des films comme les films de Gaspard Noé par exemple. D'accord. Mais c'est vrai que c'est des films qui peuvent être très très dérangeants pour un public non averti entre guillemets, ou pour des personnes qui n'ont pas envie de voir ça, de souffrir, tout simplement. Ça, alors, ce que je fais aussi souvent quand je suis surpris par une scène un peu violente dans un film, je ferme les yeux. Oui. Voilà, c'est là le dernier film que j'ai vu où j'ai fait ça, c'était un film français qui se passe dans les années 80. D'accord. C'est L'amour ouf. Ah oui. De Gilles Lelouch. Voilà. Et donc la première séquence de ce film, c'est une bagarre. Fusillade, oui, une fusillade ou même une bagarre, c'est assez violent. Oui, c'est très violent. Et j'ai fermé les yeux quand j'ai compris que ça allait être très violent. Et j'étais très surpris parce qu'avec ce titre-là, commencer le film par un massacre comme ça, c'était assez surprenant. J'ai dit, mais on s'est peut-être trompé de salle. et puis finalement, après, le film se déroule très bien. Et on comprend pourquoi le titre. Tu as beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé, oui. Mais je te rejoins beaucoup là-dessus. Voilà. Si tu veux, je pense que, on n'est pas de la même génération, mais je me suis identifié avec beaucoup de choses qui se passent dans cette vie de ces jeunes. Voilà. Pareil. Et je pense justement que ce qui fait ce qu'on aime bien un film, c'est à la fois le fait que techniquement c'était un bon film. Ouais. Je trouve que la photo, tout ça était très belle, que la réalisation, les acteurs étaient aussi très très bons. Et ouais, je pense qu'il y a une moitié de ça et une moitié de à quel point on arrive à s'associer aux personnages et se raccrocher. Et puis voilà, moi je trouvais aussi que la cabine téléphonique avait presque un rôle cinématographique. Oui. Et c'est vrai que nous à cette époque-là, on courait derrière une cabine pour appeler, et puis on pouvait sortir de chez soi pour appeler une copine si on voulait pas que nos parents sachent, ou même parce que le téléphone était occupé. Oui. Avant il y avait qu'une seule ligne à la maison, donc c'est très drôle. Il est très bien ce film, très touchant et très. Tu as d'autres films qui t'ont marqué récemment au cinéma? Je sais que tu vas plus trop au cinéma. Voilà. Oui, mais tout à fait. Si, Emilia Pérez. Ouais. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un film aussi, pareil, très intelligent, très drôle et mélodramatique à la fois. Il joue sur beaucoup de registres comme ça. Et puis, comme ça se passe entre guillemets au Mexique, parce que ça a été tourné en entier à Paris, en banlieue parisienne. Sûr. Et il y a juste la séquence de fin qui a été tournée, la procession qui a été tournée au Mexique. Ah, d'accord. Okay. Tout le reste, c'est juste en studio. Ok. Je savais que tout était en studio. Je savais pas qu'il y avait quand même une scène qui avait été tournée là-bas. Quand elle meurt et que. Oui. Pardon. Ça sera bipé. Voilà, il y a une procession à la toute fin et ça a été tourné au Mexique. Ok, d'accord. Et voilà, je trouve que c'est un film, comment dire. Alors c'est pas, moi je pense que le sujet de changer de sexe n'est pas le vrai sujet du film. Oui. Il a été beaucoup décrié. Il est d'ailleurs assez mal traité, je pense, dans tout le film en général. Voilà, et on y passe très vite, parce que pour moi c'est pas le vrai sujet du film. Pour moi le vrai sujet du film c'est, on est au fond de nous, on est toujours les mêmes. Quelle que soit la surface qu'on met devant. C'est un message plus large. Voilà, et puis aussi, comment aussi le milieu dans lequel tu grandis va influencer la personne que tu deviens. Voilà. Ok, je comprends. J'en parlais dans un des derniers épisodes justement avec Jules Raillard, et on disait tous les deux que le film nous avait pas forcément touché personnellement. C'était pas un film qui nous avait plu, mais par contre on était d'accord pour dire que techniquement c'était un des meilleurs films qu'on avait jamais vu d'un point de vue de la réalisation, du découpage, du montage. Pour moi, Emilia Pérez, c'est pas forcément un film avec lequel j'ai accroché d'un point de vue du scénario, mais d'un point de vue technique, c'est une vraie claque, je pense. Et Audiard, c'est vraiment aussi quelqu'un qui sait se renouveler quasiment à chaque film. Alors, c'est pas toujours une grande réussite, on va dire commerciale, ou qui peut nous toucher, mais en tout cas, il se remet en question. Et comment s'appelle le film qu'il a fait en prison, avec Nils Appelstrup, ça c'est un film français, il commence déjà à dater d'une quinzaine d'années, je pense.
C'est un film merveilleux, aussi d'une intelligence. Il a fait 10 pannes après en banlieue parisienne. C'était un prophète. Le prophète, film. oui, ou un prophète, voilà. Ça, c'était un film très très intéressant. Et puis effectivement, Emilia Pérez, c'est un découpage extraordinaire. Moi, j'aime pas les comédies musicales. Oui. J'ai jamais aimé. Bon, je suis obligé de la voir, comment il s'appelle, Les Demoiselles de Rochefort, très souvent à la maison parce que ma fille adore ça. Ah ben je suis d'accord avec elle. Écoute, voilà. Moi, le problème, c'est que j'ai quelque chose contre les comédies musicales que je ne peux pas expliquer. Très très clivant les comédies musicales de toute manière. Et donc quand j'ai su que Emilia Pérez c'était une comédie musicale, je suis allé un peu à reculons et je l'ai vue 3 fois. Ah ouais, en salle, 3 fois en salle. Oui, 3 fois en salle. Une fois tout seul, une fois avec ma copine, et puis une fois avec ma femme plutôt, et une fois avec un autre copain qui voulait aussi le voir. J'ai dit tiens, je vais le voir avec toi. Parce que oui, techniquement, en termes de découpage, c'est un chef-d'œuvre, et les chorégraphies sont très 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 bien découpées. Oui. Alors, je ne sais pas comment il a fait, s'il a tout préconçu au départ ou ça s'est fait... Il me semble qu'il y a eu énormément de travail de production, pour l'avoir entendu parler dans certains interviews. Oui. Il disait que c'était quand même... je crois qu'il a bossé au moins 4-5 ans dessus d'un point de vue production. Et justement, il me semble que c'était aux Oscars, il en parlait. On lui demandait quel est votre prochain projet. Il disait son prochain projet, c'est de se reposer parce que Emilia Pérez lui avait pris beaucoup d'énergie, quoi. Ce qui se comprend quand on voit la maîtrise technique. Tout à fait. Et puis moi j'étais aussi assez surpris parce que je fais par ailleurs aussi de la traduction et j'ai trouvé que le niveau de traduction était très très bon entre le français et l'espagnol et que le film il était tout en espagnol et voilà. Donc comme je comprends les deux langues, ça m'avait beaucoup touché cette capacité à retranscrire les nuances du mexicain dans le sous-titrage. Ça doit être un gros travail aussi, même déjà à l'écriture de base, de bien s'entourer pour ce genre de choses. Tout à fait. Et puis après, il y a les chansons qui ont été écrites en français, puis traduites en espagnol, c'est vrai. Puis retraduites en français pour les sous-titrages. Donc là, on se rend compte vraiment du gros travail. Et moi j'ai discuté avec le sous-titreur, il y a eu 28 versions du scénario. Et il a dû tout traduire. Oh là 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 là. Parce que oui, les comédiennes ne parlent pas français, donc il fallait les traduire en espagnol. Et donc c'est le même traducteur qui est traducteur attitré d'Almodovar et de Audiard. Pas attitré parce que Audiard il fait que des films en français. Attitré pour Emilia Pérez en tout cas. Voilà, mais bon, il a travaillé dès le début du projet à traduire le scénario, les différentes versions du scénario pour l'envoyer aux comédiens, aux producteurs, parce qu'il y avait une coproduction aussi un peu au Mexique au départ. Donc, c'est un travail titanesque. Complètement. Quand même. Mais le résultat est là, est en rendez-vous, et donc c'est très bien. Moi j'aime beaucoup. Et tu vois donc plus énormément de films au cinéma, mais est-ce que tu redécouvres encore des films chez toi ? Est-ce que tu as un film récemment que tu as vu chez toi qui t'a marqué, que tu as vu ou redécouvert peut-être même ? Que j'aurais dans ma médiathèque ou par exemple. Non, j'ai plein de DVD, mais je ne le regarde pas forcément. Ok. Ils sont en décoration. Non, mais j'essaie justement avec la médiathèque d'ici des Capucins de revoir des films, par exemple, de mon réalisateur préféré en documentaire, parce qu'on n'en a pas encore parlé du documentaire. Je ne sais pas si tu as prévu. Si, on va parler du documentaire. Dans ce cas, ça nous fait une transition toute trouvée. Voilà, et donc là, j'ai revu un film magnifique de Frédéric Weissman qui s'appelle Boxing Gym. D'accord. Qui est un petit film, il ne dure pas, je crois que c'est 50 minutes. Sur un gymnase de boxe dans un banlieue d'une grande ville américaine. D'accord. Ok. Et voilà. C'est magnifique. Il n'y a quasiment pas de dialogue, il n'y a pas d'interview. C'est Weissman qui pose sa caméra dans ce gymnase et on voit les gens, les différentes personnes qui le fréquentent. Voilà. Et c'est sublimissime. Et puis il y a une technique de montage. Voilà. J'en dis pas plus pour inciter la découvrir. Voilà, inciter la curiosité. Mais sincèrement, voilà, ça je l'ai redécouvert. Je l'ai découvert une première fois à la médiathèque et puis je l'ai regardé il n'y a pas longtemps effectivement parce que j'aime beaucoup. Et du coup, quel est ton rapport au documentaire ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes et que tu pratiques autant que la fiction Hélas, non. Non. Alors, mais tu aimerais ? Ouais.
Beaucoup. En fait, comme je disais, ma pratique de photo quand j'étais plus jeune au Venezuela, c'était la photographie de rue. Oui. Et quand j'ai postulé à l'INSAS, sans trop le savoir, c'était la meilleure école parce qu'elle est plus encline au documentaire qu'à la fiction. On fait des études de fiction, évidemment, mais c'est très axé sur le documentaire. Okay. Et moi, dans mon dossier que j'avais préparé pour l'école, j'avais parlé que le documentaire me plaisait beaucoup et que c'était vers là que je voulais aller. Et c'était mon projet de vie. Oui. Sauf que, la vie est ainsi faite. Quand j'ai passé mon premier coup de fil sur Paris pour trouver du boulot, parce qu'il fallait bien quand même travailler, gagner sa croûte, et je suis rentré dans le monde de la fiction. Et puis j'ai fait beaucoup de fiction. Et à mon goût, je n'ai pas fait assez de documentaires. J'ai dû participer à la réalisation en tant qu'opérateur de 3-4 documentaires. D'accord. Et j'en suis pas forcément très, très fier. Et puis après, j'essaie de réaliser moi des documentaires, mais pour l'instant, j'ai pas réussi à convaincre surtout les organismes de finances pour qu'ils me donnent de l'argent. Donc voilà. Mais j'aimerais en faire beaucoup plus et j'espère pouvoir en faire avant que je me mette à la retraite. Et tu essaies d'en regarder pas mal parce que la distribution et l'exploitation de documentaires en salle est quand même beaucoup moindre que celle de la fiction. De la fiction, elle existe quand même, mais c'est... elle existe quand même, mais on est un des rares pays où on peut encore voir des documentaires en salle. Ah oui. Au Venezuela, par exemple, j'ai dû voir à la Cinémathèque de Caracas 1 ou 2 documentaires. Le reste, c'est plus à la télé ou en VHS, parce que dans les salles, il n'y en a pas. Ici, en France, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y en a quand même, c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que j'en vois pas énormément, parce que comme je vais moins au cinéma, et la plupart du temps, j'arrive pas à convaincre quelqu'un de venir avec moi, ma femme, par exemple. Ouais. Donc, j'y vais de temps en temps, mais alors récemment, je n'ai pas vu beaucoup. Et je sais qu'il y en a qui passent, mais je n'ai pas vu beaucoup. Ok. Et c'est quoi les documentaires qui t'ont marqué avant ou alors les réalisateurs de documentaires? Weissman, c'est pour moi c'est le réalisateur de documentaires, lui et personne d'autre. Ok. Non, après qui est réalisateur? Denis Gerbrandt, qui est un réalisateur français qui a fait un film sublimissime sur sa mère, et le film s'appelle Est-ce que la mémoire est-elle soluble dans l'eau des viands? C'est un titre un peu long. J'aime bien les titres longs, c'est toujours intéressant. Et donc, c'est un film où il raconte que sa mère, qui était juive, avait tous les 2 ans des possibilités payées par l'État allemand de faire des cures dans des eaux thermales à Évian. D'accord. Et donc là, elle adorait aller là parce qu'elle se réunissait avec ses copines. Et donc, voilà. Et c'était parler un petit peu de la Shoah d'une manière un peu plus drôle. Et sa mère était vraiment quelqu'un de très drôle et qui avait une soif de vie magnifique. Et donc aussi pareil, il y a Être et Avoir qui est quand même un documentaire magnifique. D'accord. J'ai oublié le réalisateur. Je sais pas si tu l'as vu. C'est un film dont ça me dit rien. On a beaucoup parlé, c'est plutôt au milieu des années 90. Donc c'est un tournage dans une classe dans la montagne. Qui est le réalisateur? C'est Nicolas Philibert. Et j'en ai déjà entendu parler, je viens de voir l'affiche là, effectivement, ça me dit quelque chose. Donc c'est un film dont on a beaucoup parlé, qui est un film magnifique, parce que le professeur, Monsieur Lopez, je crois qu'il s'appelle, fait un travail extraordinaire avec ses élèves. Et puis le film a eu un succès monstre en France et dans le monde entier. Et après, il a fait un procès à la société de production, Agathe Film, pour avoir un intéressement par rapport aux bénéfices du film. Bien sûr. Et donc, il a pas eu gain de cause parce il avait signé un contrat comme il était personnage du documentaire et pas un comédien. Et donc, il n'avait pas droit à... Voilà. Je crois que la société lui a quand même donné un peu d'argent, mais pas ce qu'il demandait et tout ça. Et puis, la justice a débuté en disant non, vous n'avez pas droit à un salaire. D'accord. Un intéressement là-dessus. Donc c'est un très beau film. Oui, vas-y. Moi j'avoue que je regarde pas énormément de documentaires, mais c'est quelque chose où j'aimerais bien m'y intéresser. Donc je suis content de ces quelques recommandations là déjà. Le dernier documentaire que j'ai vu, c'était, j'ai même plus le titre. Je vais retrouver ça. J'ai que le titre. État limite, voilà, c'est un documentaire qui a été fait dans un hôpital public où on suit un psychiatre qui est le seul psychiatre de l'hôpital. D'accord. Et on le suit toute la journée qui va entre
tous les services. Donc c'est français, c'est réalisé en 2023 par Nicolas Peduzzi. Et c'est assez intéressant parce que certes, on suit le psychiatre pendant toute sa journée, mais on suit aussi du coup tous les patients. Et donc c'est intéressant pour voir un peu, je trouve, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde hospitalier. Et surtout, je trouve que c'est jamais... on n'a jamais l'impression d'être de trop avec la caméra, comme c'est vrai que c'est compliqué quand on arrive comme ça dans le milieu médical pour filmer. Là, on n'a jamais cette impression de voyeurisme dans le film, donc c'est toujours assez bien fait. Mais ça me fait penser à un autre documentaire qui m'a beaucoup marqué, pareil, il y a certaines années, de Denise Gerbrandt. C'est sur un gamin qui est dans un hôpital là, à Paris, atteint d'un cancer, leucémie, et c'est un film extrêmement touchant, et je crois que c'est Gerbrandt qui a vraiment réussi à construire une belle relation avec ce gamin, et pareil, tu te sens pas de trop, tu es même content d'être là, même si c'est très triste ce qui lui arrive, et voilà, tu arrives à partager des très beaux moments avec ce jeune garçon. C'est très beau. Voilà, et le documentaire, moi je trouve que c'est une belle manière de découvrir le monde. Oui, je suis assez d'accord. Alors, je parle pas de les découvertes, les films de découverte où on te promène dans un bateau. Non. C'est de rentrer comme une petite souris quelque part, et par l'intermédiaire d'un réalisateur. Et là, pareil, il y a comme Weissman, il a fait un film magnifique sur un quartier de New York, qui est un peu un quartier un peu de gauche, où il y a beaucoup d'homosexuels, un peu comme Le Marais, mais un peu plus de gauche que Le Marais. Et donc, comme ils sont tous militants, et c'est très beau qu'une caméra puisse, et un réalisateur, capter cette réalité-là et la transposer pour qu'on la découvre. Voilà. Ça me fait penser, en fait j'ai vu un autre documentaire il n'y a pas si longtemps en salle, mais qui avait été vendu un peu comme fictionné aussi. Enfin, j'arrive pas trop à savoir à quel point le documentaire avait été préparé un peu en amont, mais ça s'appelle À bicyclette. Je sais pas, t'en as entendu parler, sûrement. Et moi je l'ai trouvé très très beau, ce film. Donc c'est un film où un père va refaire tout un trajet en vélo qu'a fait son fils qui s'est suicidé, et donc il refait tout ce trajet en vélo à travers l'Europe. Et c'est très très beau. Il fait ça avec un de ses amis, et en fait là où je dis que c'est un peu fictionné, c'est qu'en fait du coup ce père là c'est le réalisateur du film, et son ami c'est un comédien, mais c'est vraiment un comédien, mais c'est vraiment son ami, enfin donc il y a quelque chose où on n'arrive plus trop à voir la différence, et j'ai trouvé ça très très touchant. Et quand je l'ai vu, moi je pensais que c'était une fiction. Je m'étais pas du tout renseigné. Je l'avais vu, donc j'ai trouvé ça vraiment très touchant. J'avais trouvé ça très très vrai, etc. Mais je m'étais dit bon, il y a quand même quelques problèmes techniques, etc. Et puis après avoir découvert que c'était au final un documentaire, je me suis dit ah bah non, même en fait la technique là elle est pas mal, parce que filmer deux personnes qui sont à vélo pendant des mois et des mois, fallait le faire. Donc moi c'est quelque chose que je recommande en tout cas à voir dès qu'il sortira sur les plateformes. Il était en salle. Il était en salle il y a quand même quelques mois, donc ça m'étonnerait qu'il y soit encore. Oui, je l'ai raté, mais bon, j'aurais bien voulu le voir, parce que le comédien et le réalisateur c'est Mathias Melkus, et j'ai tourné avec lui, j'ai fait un court-métrage en 2015 ou 2014 je crois, et il était le comédien principal de ce film, d'un réalisateur brestois qui malheureusement nous a quittés, Gaël Nézet, et un grand ami malheureusement qui nous manque beaucoup. Et donc Mathias c'est un monsieur charmant, très généreux et tout ça, et quand j'ai vu en plus j'étais très triste d'apprendre que c'était son fils qui s'était suicidé, et j'ai trouvé ça très courageux de sa part de se mettre en scène comme ça, et de faire ce trajet là avec son meilleur copain. En fait. Il y a une démarche et une sincérité dans ce film qui est vraiment, vraiment touchante, je trouve. Et après, nous, à l'INSAS, une des choses aussi qu'il nous disait, qu'il fallait qu'on arrête de séparer le documentaire de la fiction. Au fait, c'est quasiment la même démarche, sauf que dans le monde de la fiction, tu recrées une réalité pour la caméra. Et dans le documentaire, la réalité existe, et tu vas l'appréhender avec ta caméra. Voilà. Donc, il faut, moi je sais que c'est très difficile de se sortir de ce schéma documentaire et fiction, mais c'est vrai que mine de rien, pour le cinéma, c'est la même chose. Pour la technique, ça devrait être la même chose. Oui, et après c'est pour la distribution, où effectivement faut mettre une étiquette, mais c'est vrai que dans la manière d'aborder, je pense qu'il faut trouver un espèce de pourcentage de fiction qu'on va mettre dans la vraie vie, et inversement. Et tu vois, dans les dossiers de documentaires, ce qu'on nous demande souvent, et c'est pour ça que
voilà, je pense que je suis recalé à chaque fois. On nous demande de scénariser un peu trop les choses. Et moi, c'est vrai que bon, j'ai pas trop cette habitude-là, parce que bon, je fais pas forcément des dossiers, mais ils veulent que déjà le film soit construit de A à Z. Alors que un documentaire se construit vraiment au fur et à mesure. Mais donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut être capable de recréer d'une certaine manière, de mettre en scène les choses pour la caméra. Alors nous aussi, la déontologie du documentaire, c'est que tu ne demanderais pas à ton sujet de faire quelque chose qu'il ne ferait pas dans la vie réelle. Et voilà, si je peux me permettre une petite anecdote justement de mes cours à l'INSAS, on faisait un reportage sur un monsieur dans une ferme qui travaillait tout à la main, il n'y avait pas de machine, cheval et tout ça, et donc on est à l'intérieur, c'est l'heure de déjeuner, et sa femme regarde par la fenêtre parce que on attend pour voir si le monsieur arrive, il avait un peu de retard. Et moi j'étais pas prêt, j'ai vu ça, et j'étais pas prêt avec ma caméra, et donc j'étais voir mon prof, Roger Beckmans, et je lui dis c'est dommage parce que ce plan-là, dans ma narration, pour introduire le repas du midi, il est parfait. Est-ce que je peux lui demander de refaire l'action pour la caméra, mais bien sûr, tu l'as vu, elle l'a fait. Alors ça sera peut-être un peu moins naturel qu'en vrai, mais tu vas pas c'est pas toi qui es en train de scénariser son réel. C'est intéressant. Tu reprends le réel que tu as vu et tu le mets en scène pour ta caméra pour que ce soit bien filmé. Et donc je lui ai demandé, en plus elle parlait pas du tout français, donc c'était un peu approximatif en un anglais et tout ça, et bon, je parle de ça, c'était en 92, non. Oui, c'était 92-93 par là. Et donc voilà, elle a fait l'action pour moi, le plan est monté dans le film. Et il marche très très bien. Et donc c'est ça, en documentaire, tu as le droit de demander à ton sujet de faire quelque chose pour la caméra, mais s'il l'aurait fait de lui-même dans la vie réelle. Voilà. Tu peux pas demander à quelqu'un de se déshabiller alors que c'est pas un striptease ou une stripteaseuse. Voilà. Oui, ok, donc c'est vraiment là, je pense, la frontière qu'il y a entre le documentaire et la fiction. Exactement. Ok, voilà. Là c'est intéressant. Donc, et c'est vrai qu'on peut, quand tu fais du documentaire, t'es pas forcément toujours prêt au moment précis quand l'action se passe, et donc voilà. Ok. Pour revenir un peu, donc juste avant le podcast, tu m'as envoyé plusieurs listes de films, de réalisateurs, etc. pour préparer l'émission. La première chose que tu m'as dit, c'est, je cite, le plus beau film de tous les temps. Et tu m'as cité Playtime de Jacques Tati. Tout à fait. Alors, je n'ai pas encore vu ce film. J'ai voulu le voir pour la préparation de cette émission. Finalement, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais le regarder ce week-end, ça c'est sûr. D'accord. Parle-en moi. Qu'est-ce que c'est Playtime de Jacques Tati ? Pourquoi est-ce que c'est le plus beau film de tous les temps ? Parce que je suis encore une fois un grand sentimental et que je trouve que c'est un film avec une grande poésie qui questionne beaucoup la modernité. Alors, c'est un film de, je ne sais plus quelle année. De 67. 67, voilà. Il est un an plus jeune que moi. Mais déjà, donc, Tati posait des questions sur ce que c'est vivre dans une société moderne où tout va vite et les gens ne se parlent plus. Voilà. Et ce questionnement-là, pour moi, c'est quelque chose que je questionne encore aujourd'hui, en plus. Et ce film le fait d'une manière magistrale. Magistrale. Et bon, c'est un film qui a été tourné en 65 mm. Donc, d'accord. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Paris sur grand écran, copie restaurée. Parce que la fille de Tati fait un travail extraordinaire pour maintenir vivante ce travail-là. Bon, il a fait que 5 films. Et après celui-ci, il n'a plus jamais pu tourner parce que c'était une catastrophe économique monumentale. Ils ont construit la ville qui est dans le film. Bon, il y a quelques immeubles et des rues. Et le rêve de Tati, c'était que ça devienne une école de cinéma. Et la mairie et l'État ne se sont pas mis d'accord, je ne sais pas, et donc ils ont dû détruire le bâtiment. Et il y a une belle photo magnifique, moi j'ai le livre de Playtime, mais après je parle un petit peu plus du film. Il y a là une très belle photo de Tati, comme ça, qui jette le scénario en l'air quelques secondes avant que les immeubles soient dynamités.
Oh là 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 là. Voilà. Donc il y a mis tout son cœur, il a mis toute son intelligence et il n'a pas été compris par les gens de l'époque parce que bon, dans les années 60, début des années 70, voilà, on était en pleine modernité et les gens ne croyaient qu'au progrès et donc cette critique-là ne passait pas très bien, je pense. Et c'est un film toujours avec son personnage de Monsieur Hulot qui est voilà, un poète et un dandy dans ce monde, mais avec une grande gentillesse et voilà. Et son dernier film, donc. Son dernier film, ouais. Il n'est pas mort de. Non, c'est juste souci financier. Enfin, on ne voulait plus le produire. Personne ne voulait le produire à cause de ça. Voilà. Et Playtime, bon, voilà, il y a des couleurs, il y a une harmonie des couleurs merveilleuse. Tout est pensé, tout est réfléchi, et en plus, il n'y a pas de dialogue. Mais non. Tout repose dans l'image. Ah, ça c'est. Il y a quelques bribes de paroles, oui. par-ci, par-là. Attendez, c'est très ici, beau. Voilà, c'est magnifique. Il y a un travail sur le son et sur la mise en scène merveilleux. Moi, pareil, je le donne beaucoup en exemple quand je parle de découpage à mes étudiants parce que tout dans le scénario, tout est écrit. Tout était écrit, les sorties, les rentrées de chant des gens. Et puis, voilà, c'est une maîtrise monumentale de la mise en scène, de la couleur, du cadre, voilà. Eh ben, écoute, j'irai regarder ça. Je t'y invite avec une grande véhémence à le faire. Et ça mène vers notre conclusion un peu. Est-ce que tu as des films que tu as envie de voir là, dans les prochains jours, que ce soit des choses que tu as vues passer au cinéma ou que ce soit chez toi des films que tu veux découvrir, redécouvrir? Est-ce que tu as des envies? Alors, en ce moment au cinéma, là on enregistre l'épisode le 10 mai, il n'y a honnêtement pas grand chose. Bah oui, on est avant Cannes. On est juste avant Cannes, Cannes c'est mardi prochain. Il y a beaucoup de choses par contre qui vont sortir à Cannes qui moi m'intéressent beaucoup. Et dont un film qui s'appelle Partir un jour, donc qui est l'ouverture de Cannes. D'accord. Et ce film-là, la réalisatrice avait fait avant un court-métrage justement pour le produire. D'accord. Qui était donc un court-métrage qui s'appelait Partir un jour aussi, qui était juste une toute partie de cette histoire-là, donc qui était un espèce de pilote. Oui. Et c'est un film que j'ai découvert au Festival du Cours à Brest. À Brest, d'accord. Et je l'avais découvert, et je l'avais vraiment bien aimé. J'ai vu qu'il sortait en film, déjà j'étais super content, je me suis dit ouais c'est cool, et puis j'ai vu là qu'il était en ouverture du Festival de Cannes. Génial. Donc je vais aller voir ça. Je sais que dans des cinémas à Brest ils font la rediffusion de la première de Cannes, donc je pense que je serai en salle mardi soir en tout cas. Directement ça. déjà mardi soir. Ils rediffusent en fait en direct la cérémonie d'ouverture. D'accord. Et juste après le film, vraiment comme si on était à Cannes, mais depuis Brest. C'est magnifique. Et je crois que c'est ça dans toute la France, un peu dans certains cinémas. Et d'accord, ok. Bon, ouais. Non, écoute, sincèrement, je suis peu l'actualité cinématographique. Là, j'ai participé un petit peu au Festival du cinéma espagnol. Oui. Et bon, j'ai pas pu voir tous les films, pas évidemment parce qu'il y en avait trop, et puis que je suis quelqu'un de très occupé malheureusement. Non, T'as aucune envie en ce moment cinéma, même hors des salles chez toi ou... Non. Moi là du coup là, après cet épisode là j'ai plein d'envie là, tu m'as donné envie de regarder vraiment beaucoup de choses. Tant mieux. Après moi j'aime bien être surpris, comme je disais, oui j'ai des réalisateurs mais bon ils sont quasiment tous morts, ça faut dire. Et donc voilà, je me laisse un peu mener, mais comme je disais aussi, le cinéma en argentique, en numérique me plaît un peu moins, donc je vais un peu plus à reculons. Voilà. Je comprends. J'ai été voir le dernier Scorsese en me disant ouais ça va être chouette, et puis j'étais déçu, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mon temps. Je sais pas si tu l'as vu. Non, mais moi j'ai eu la même réaction avec le dernier Cronenberg là, qui est sorti il y a une semaine. Pareil, j'étais très déçu. J'ai aussi eu l'impression d'avoir perdu du temps et de l'argent. Pareil, j'étais voir le dernier Eastwood, qui est un réalisateur que je respecte. C'est pas mon réalisateur fétiche, mais il a fait de très 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 beaux films comme ça y est, avec Kevin Costner et le gamin aussi. Oh là là. Je vais t'aider là-dessus. Oui, enfin, je vais t'aider. Mon ordinateur va t'aider là-dessus. J'ai vraiment une petite mémoire de... comment il s'appelle ce film? C'est un film magnifique, pareil. Et donc, le dernier Eastwood, c'est pas la peine d'aller le voir. Et je pense que Monsieur Eastwood devrait arrêter de faire des films parce que 93 ans, c'est louable, mais je crois que par rapport à Gran Torino, qui était un très beau film, Boxing... comment il s'appelle? C'est un monde parfait, quelque chose comme ça, je crois. Je vais trouver.
Ah, c'était Juré numéro 2 ? Non ? Non, oui, le dernier Eastwood, c'était le Juré numéro 2, c'est nul. Ouais. Ça, je l'avais vu aussi, on avait pu en discuter un peu. C'était vraiment très très long comme séance de tenir devant Juré numéro 2. Mais c'est sûr. J'étais moins énervé parce que bon, c'est un film qui n'a pas coûté très cher, je pense, parce que c'est un film classique, on va dire. Or que le Scorsese, il a investi je ne sais pas combien de millions d'argent, et je pense que pareil, il devrait arrêter de faire du cinéma. Oui, je suis assez d'accord. De laisser la place aux jeunes, nouveaux, nouvelles. Voilà. Et... Alors, comment il s'appelle ce film de Eastwood ? Tu n'as pas trouvé ? Je n'ai pas trouvé. Je suis désolé, la recherche n'est pas concluante. Bon, Kevin Costner, Clint Eastwood et un gamin, je crois que c'est Un monde parfait ou quelque chose dans le... Oh là là. Et... Non ? J'ai rien. Ah si, c'est ça. C'est un A Perfect World. Ok. Voilà, ma mémoire n'est pas si mauvaise que ça. Voilà. Ouais. Ah si, j'aimerais bien revoir aussi, ça j'ai une envie de film, et il passe en Bretagne, c'est un film d'Aronofsky, qui est aussi un réalisateur très intéressant. Il n'est pas dans mon panthéon, mais très très intéressant, et c'est Requiem for a Dream. Je l'ai revu, il était en ressortie en salle au studio, il n'y a pas longtemps. Ok. En fait, il était en ressortie en salle nationale, D'accord. il me semble, et si j'ai bien compris. Et je l'ai découvert moi en salle, du coup je ne l'avais jamais vu. Effectivement, c'était une belle claque, très beau film. C'est très très voilà. Moi ça c'est une envie de. J'ai pas pu y aller. Et je crois qu'il va passer au Bretagne à Saint-Renan, mais bon c'est quand même un peu loin pour mon. J'ai la voiture et tout ça, mais bon c'est. Mais c'est vrai que découvrir ce genre de film ou les redécouvrir sur grand écran, c'est toujours beaucoup. Et j'ai une autre envie de cinéma parce que là donc on vient de finir le festival, le 36e édition du festival du cinéma espagnol et latino-américain. Et on commence déjà à réfléchir un peu à la 37e édition, et j'ai été regarder un petit peu sur ChatGPT qui m'a aidé et donc j'ai dit les films qui vont fêter leurs 50 ans, voilà. Et il y a un film qui s'appelle Cría Cuervos de Carlos Saura, qui est un réalisateur espagnol, un des plus grands réalisateurs espagnols de voilà. Et donc j'aimerais bien qu'on puisse l'intégrer au festival. Et c'est un film que j'ai vu pareil à Caracas à la Cinémathèque et que je n'ai plus vu depuis. Et j'aimerais bien le voir sur grand écran. Bon, on va faire le possible pour l'avoir. Et puis bon, il y a plein d'autres films espagnols que j'aimerais bien revoir, de Saura aussi. Il a fait aussi un film sur le Carmen, donc de Bizet, l'opéra, mais adapté en flamenco, avec Antonio Gades qui était un danseur de flamenco, et c'est un film très très beau et avec une belle comédienne de l'époque, s'appelle Laura del Sol, et qui a Ok, super intéressant. Bon courage, écoute, du coup, merci. Pour avoir ça sur grand écran. Merci beaucoup, Pierre, on arrive sur la fin. Sauf si tu veux encore nous parler des heures et des heures de cinéma. Peut-être qu'il y a quelque chose dont tu voulais absolument parler aujourd'hui. Non, en fait, comme je sais, l'émission, c'est On va au cinéma. Comment elle s'appelle l'émission ? On fait du cinéma. L'émission s'appelle. Je pense que faire du cinéma, c'est aussi aller dans les salles. Et c'est un plaisir que j'ai énormément. Chaque fois que je vais dans une salle, c'est du pur bonheur. J'ai beaucoup de mal à voir des films à la maison. Comme tu vois, j'ai une DVD tech, mais je le regarde quasiment jamais. C'est juste pour dire, voilà, j'ai ce film chez moi, et puis pour pouvoir le prêter aux jeunes qui le découvrent. Si tu veux, voilà, j'ai tout Tarkovsky à la maison. Donc, je note. Tu peux en disposer. Mais ouais, j'aime pas regarder des films à la télé. Quand je découvre et que je zappe, et que le film est bien... J'ai vu un film avec Steve McQueen, un truc, un western. Et c'était génial, je l'ai découvert par hasard. C'est un de ses derniers films, et il était déjà sur le tard. Il est génial. Bon, ça j'aime bien ces rencontres inopinées que la télé nous propose. Mais j'aime beaucoup être dans une salle obscure et partager un film avec d'autres, découvrir sur un grand écran. Voilà, ce bonheur-là, il n'est pas disparu, plus que le faire de films en numérique. Et voilà.
Donc c'est un grand bonheur. Et on conseille du coup à tout le monde d'aller en salle. Voilà, d'aller dans les salles. Aller en salle. C'est une autre manière de voir le cinéma. Exactement. Et puis, moi je sais que j'en parle souvent sur les réseaux quand je fais des vidéos pour parler justement des films en salle, mais en fait le cinéma pour les jeunes par exemple, c'est souvent moins cher que ce qu'on pense, parce qu'il y a les réductions étudiantes, il y a des passes à l'année, il y a des choses comme ça. Des fois on pense au gros cinéma, mais les cinémas de quartier ils sont souvent beaucoup moins chers, beaucoup moins chers, et avec avec des films qui sont beaucoup plus variés. Tout et à voilà. fait. Et puis si vous allez au cinéma, vous faites certes marcher les cinémas, mais vous faites marcher aussi l'économie de la création du film, parce que l'argent est forcément redistribué au CNC, etc. Exactement, et on a la chance effectivement en France d'avoir le CNC, chose que tout le monde le copie, mais personne n'arrive à avoir le même niveau d'entrée et de subvention, et c'est ça qui effectivement maintient le cinéma vivant. Oui. Et en plus à Brest, on a une super structure qui est les studios, qui est un cinéma d'art et d'essai, et qui pareil fait des tarifs pour les étudiants. Exactement. Même pour nous. Moi j'achète un carnet de 10 places, c'est beaucoup 50 moins cher. €, et donc ma place ça me coûte 5 €. Donc 5 € la place de ciné, c'est franchement par rapport à d'autres, c'est très très bon. 5 € la place de ciné. Dans certains cinémas à 5 € on n'a même pas un popcorn. Voilà. Tout à fait. Et après voilà, moi aussi, juste pour finir, après je me tais, promis, c'est que voilà, ces années-là j'ai passé à Caracas, à aller à la Cinémathèque, au Ciné Prensa, et après on allait boire un café quand on est très jeune, et puis après boire des bières, manger au resto, et on discute du film, et ça fait plaisir de sortir. Alors évidemment on peut faire ça chez soi, tu peux inviter des copains à voir des films et tout ça, mais c'est pas la même chose. Il y a une expérience globale d'aller au cinéma, c'est on conseille. Et effectivement, et moi j'aime aller au cinéma le soir pour pouvoir effectivement après prendre un petit apéro. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On le précise. Voilà. Mais voilà. Donc aller au cinéma. Je te comprends, je te suis là-dessus, et je pense que ce sera nos derniers mots pour conclure. Merci beaucoup. Merci Pierre, à toi, Nathanaël, en tout cas, pour cet épisode. Je le rappelle, tous les films qu'on a cités aujourd'hui sont dans une liste dans la description de ce podcast. Si vous avez eu des envies de les films que Pierre a cités ou que j'ai cités. Et pour le podcast, on se retrouve dans 2 semaines avec un ou une nouvelle invitée. Merci beaucoup. Au revoir, Pierre. Au revoir à tous.